Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de podcast. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Camille Pin. Salut. Super, salut, ça va? Ouais, ça Ça va. va, super. Nickel. Déjà pour commencer, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Voilà, je voulais revenir déjà un petit peu sur ta carrière. Je fais un blog sur le tennis, sur les joueurs français et les joueuses françaises. Donc j'ai déjà eu plusieurs joueuses et plusieurs joueurs en interview, mais tu es la première qui n'est plus en activité. Donc ça va être intéressant d'avoir aussi ton regard et comparer un petit peu Ok, les époques. Voilà. Donc déjà, pas de souci. pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer quel a été ton premier contact avec le tennis? Quel est ton plus vieux souvenir avec ce sport? J'ai joué depuis que je suis en âge de me souvenir parce que dans ma famille on jouait et qu'on avait un terrain de tennis dans ma famille. Donc les premiers souvenirs de taper une balle, c'est vraiment toute petite à 2 ans. Sinon mes premiers souvenirs, c'est vraiment les premiers championnats des 7 ans avec la ligue où là la machine a commencé à apprendre à ce moment-là. Donc j'ai encore des souvenirs de préparer ma tenue que j'avais commandée de Monica Seles à mon anniversaire. Enfin c'est tout ce rituel en fait qui est hyper sympa quand on est un enfant, qu'on a des idoles et puis et qu'on se projette en fait et c'est une inspiration quoi. Bien sûr. Donc je me souviens très bien de mes premiers tournois vers 7 ans D'accord. et de rentrer dans ce monde du tennis en fait parce qu'il y a jouer en loisir et après il y a rentrer dans le tennis compétition qui est un tout autre monde en fait quoi. Et est-ce que dès cet âge-là, vers 7 ans, tu avais déjà ce rêve d'être joueuse pro ou c'est venu plus tard? Non, alors pas du tout. J'ai jamais pensé jouer pro jusqu'à tard, jusqu'à mes 14 ans. Je voyais ça comme ma passion, mais pas forcément comme un métier. Donc ça, c'est très variable. Il y a des joueurs qui savent dès le départ qu'ils veulent en faire leur job. Après, nous, peut-être qu'à l'époque, et notamment chez les femmes, de faire un sport de haut niveau et de gagner sa vie avec, c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait anticiper ni programmer. C'est encore un peu archaïque là-dessus, et à juste titre, parce qu'il fallait qu'il y ait aussi en face les prize money qui permettaient aussi d'en vivre. Donc, mais sûr. Déjà, le sport de haut niveau, c'était pas hyper... on disait plutôt faut être médecin ou avocat que sportif, quoi. D'autant plus en tant que femme. Donc non, je voulais pas du tout faire ça, forcément. Mais disons que ça s'est, au fur et à mesure, concrétisé dans ma tête en me disant vers 14 ans, bon là, ça commence... mais avec du recul, je me dis oui, j'ai attendu, parce que j'étais en équipe de France... j'étais numéro 1 française 11-12 ans. J'étais en équipe de France 13-14. Je me posais même pas la question alors que j'étais déjà en fait numéro 1 française. Donc parfois quand je vois des jeunes aujourd'hui et qui disent je vais en faire mon métier, et un de mes fils notamment, et je me dis mais en fait c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et donc moi s'il a envie d'essayer, il y a pas de souci, mais en fait nous, disons que on mettait plus de temps à se dire ah ouais, je vais peut-être faire mon job quoi. Et justement, dans ces années-là, pendant ton adolescence, pendant ta formation, quels ont été tes principaux obstacles, les principales difficultés que tu as pu rencontrer? Est-ce que c'était le physique, le mental, autre chose? La première difficulté, c'était un peu les railleries des gens. En fait, c'était un mélange un peu d'admiration et de raillerie. Et tout ça, c'était vraiment lié à ma taille. J'étais vraiment toute petite, alors non pas que j'ai beaucoup grandi, mais j'étais un mini pouce, mais vraiment, et je pesais 20 kilos, quoi, vraiment, j'étais beaucoup plus petite que les autres. Et mais par contre, je les battais toutes. Donc en fait, on me disait ah ben toi tu fais que défendre, tu pousses la balle et tout, mais en fait comme j'avais un gros cardio et un gros mental, en fait je compensais. Mais j'ai été aussi vachement confrontée à de toute façon t'iras pas bien loin parce que tu pousses la balle quoi. Il a fallu que je m'entoure de gens qui croient en moi et ils me disaient bah laisse-les parler en fait. T'es numéro 1 française, qu'est-ce que ils sont obligés de te prendre. Donc, alors la Fédé m'a toujours prise. Franchement mais parce que j'étais la meilleure. Donc en fait il y avait pas trop le choix. Mais j'ai souvent eu de très bonnes relations et moi j'ai choisi une structure privée, mais donc forcément on est un petit peu moins aidé. Mais disons qu'ils m'ont souvent intégré quand même dans des tournées aux États-Unis. Ça a souligné que ils m'ont quand même intégré à de nombreuses reprises. J'ai été sélectionnée en équipe de France pour représenter la France, même si j'étais pas dans le cursus fédéral. Et justement, tu as parlé de structures privées, tu n'étais pas dans le cursus fédéral. Est-ce que ces structures étaient adaptées? Est-ce qu'elles étaient au niveau pour former des jeunes champions? Ouais,
Moi, en fait, c'était dans mon petit club, mais l'entraîneur que j'avais depuis toujours avait eu un très bon niveau tennis, était un très bon enseignant. Et surtout, j'avais hyper confiance en lui parce que je l'avais depuis que j'avais 4 ans. Donc, tu n'as pas connu tout ce qui est ligue, CNE, etc. Non, alors j'ai connu parce qu'il m'intégrait au stage, parce que donc j'ai fait le CNE l'été sur les stages avant les Coupes d'Europe. Donc moi ma structure, je l'ai eue, elle était très adaptée, mais ça coûtait forcément plus cher à mes parents que si j'avais été en pôle. D'accord. J'imagine que dès le début de ta carrière sur le circuit WTA, tu as dû côtoyer de grandes joueuses. Comment est-ce que tu t'es préparé mentalement pour affronter de si grandes joueuses? La première où j'ai joué Amélie, j'avais 20 ans, je crois, sur le Lenglen à Roland. Elle était numéro 1. Donc, c'était un gros challenge, Amélie, plus le cours. Et d'essayer de me concentrer. Moi, ma manière, c'était d'essayer de minimiser l'événement en disant que ça va être un match différent, mais en fait moi il faut que je fournisse le même travail que d'habitude, essayer de pas surjouer ou de rentrer surexcité ou en termes d'énergie de rester à une énergie classique, même si derrière le match ne va pas être classique vu que c'est pas le même espace, c'est pas la même joueuse, et puis essayer de pas trop regarder qui est en face et de se concentrer vraiment sur la stratégie, l'aspect physique. Après, honnêtement, celle qui est la plus dure, c'est Serena, justement ça à appréhender, parce qu'en fait, elle écrase déjà l'adversaire par principe. Donc ça a été le plus dur à faire, mais contre Amélie, j'ai réussi à faire un match. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a un côté où elle gagne aussi 20% du match sur le fait d'être impressionnée et que la sensation déjà d'avoir fait un bon match parfois suffit à des joueuses ou des joueurs qui sont un peu en dessous. Par rapport à Amélie, je suis sortie, j'ai fait un bon match, mais alors que j'aurais pu me dire, non, allez, je vais essayer de gagner. Avec la maturité, au début, on se dit on essaie de faire un bon match, et puis après coup, ça commence une fois qu'on voit que le niveau de jeu est là, après c'est pragmatique, hein, on peut pas rêver de gagner si tu sens que tu peux pas faire 2 échanges. Il y a eu aussi ce match contre Sharapova à l'Open d'Australie, où tu es passé à un cheveu de battre la numéro 2 mondiale à l'époque. Comment est-ce que tu t'es préparé mentalement et comment tu as géré ce stress sur le court? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et comment tu as su gérer la pression? Alors, contre Sharapova, c'était la première fois que j'arrivais sur un court central comme ça, hyper déterminée, parce qu'en fait, je venais de faire une demi à Auckland. J'avais battu Marion qui était top 20, je crois. Enfin, je jouais hyper bien. J'arrivais de la prépa d'hiver, donc j'étais physiquement super bien préparée. Je me suis dit, franchement, si je prends pas une top 10 tout de suite, je peux peut-être espérer faire une deuxième semaine, un 8e, parce que jusqu'à 20, 15, 20, franchement, je voyais les filles que je jouais et que je battais. Et donc, je suis arrivée hyper bien, en fait, dans mon tennis. Et puis bon, je tape premier tour Charap, je dis bon, ok. Donc j'arrive quand même avec on va dire un bagage confiance technico-physique important, parce que j'avais gagné beaucoup de matchs avant, et en fait j'ai pas été tellement tendue de la jouer, ça a pris du temps. J'avais déjà joué Mauresmo, Hénin, Williams, donc ça arrivait un peu à un moment où je commençais à avoir un peu de bouteille. Donc honnêtement, j'étais pas hyper stressée. J'avais pour une fois hyper envie de la battre, quoi. De dire non, mais là maintenant, je suis plus là pour juste faire un bon match. Et sinon le stress, oui, il y en avait parce que c'était important. Mais en fait, on a joué tellement longtemps que d'un moment, il y avait presque plus de stress, enfin moins tellement on était fatigué. Ouais. Et je sais que sur les moments où je suis menée 5-0, que je reviens à 6-5 et que je passe tout près, je me souviens en fait d'avoir été frustrée que ça passe pas, mais j'ai fait exactement ce que j'avais fait depuis 6 jeux, et c'est elle qui a mieux réalisé ce qu'elle faisait pas. Elle a rehaussé parce qu'elle a de la marge. Et donc après, on a retourné le problème avec mon entraîneur. Est-ce que j'aurais dû changer tactiquement? Je dis je mène 30-0, machin, je refais mon slice coup droit extérieur où elle l'a vendangé 40 fois et là elle me fait lucarne. Et moi je le regrette pas parce que je suis restée sur mon plan. C'est pour ça aussi que j'ai perdu, mais au moins ça a pas été une défaillance mentale de ma part. Ce qui a pu être le cas sur certains moments où j'étais vraiment hyper stressée de conclure un match. Là je me suis dit je fais bien mon travail, et puis
Ouais, puis c'est pas passé, mais en fait, on était tellement fatigués qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas gagné toutes les deux, mais on était allé au bout du bout, quoi. Ce match a été un petit peu un moment marquant de ta carrière. On a beaucoup parlé de ce match. Comment toi, tu as réussi à gérer cette pression des médias, de la presse qui parlent de toi? Comment est-ce que tu voyais ça? J'ai été plutôt agréablement surprise de voir que, un peu comme le match de Maë Huisner, parfois une carrière, c'est un contexte de plein de situations qui se rassemblent. Et comme il faisait très chaud, on était le dernier match à jouer sur tout l'Australian Open, et il relançait pas d'autres matchs. Donc en fait, on était sur toutes les télés du monde, parce qu'il y avait que notre match, qui est rarissime. Donc en fait, quand je suis sortie, on m'a dit mais c'est énorme, dans les vestiaires des joueurs, il y avait les coachs, tout le monde était pour toi, parce que l'autre elle est trop conne. Donc en fait, j'avais tout le monde du tennis qui me supportait, mais moi j'en avais aucune idée. Et puis en fait, en sortant, j'ai Sony Ericsson qui m'a proposé une campagne de pub, et j'étais là, mais c'est énorme. Enfin, donc en fait, j'étais hyper contente, c'était hyper bienveillant en fait. On a kiffé ton état d'esprit en fait, plus que la victoire ou la défaite. Et en fait, j'ai pas du tout pris ça comme un côté négatif. J'ai trouvé ça au contraire hyper sportif comme manière de réagir de la part des médias ou des gens de. Et je sais juste que l'image même vis-à-vis des joueuses a changé. Et le père Charab qui à chaque fois il tapait jamais un bonjour, à chaque fois il venait me dire bonjour. Enfin, il y a une espèce de respect qui s'installe et qui fait qu'il dit ok, là je fais partie de leur monde, quoi. Ouais, je vois. Si j'étais 60, pareil, j'ai pas pris de place et tout, mais des gens me disent ah mais t'as été 20 ou 30 quand même. Je suis non, j'étais 60, si j'avais pris ce match j'aurais été 30, ouais. Mais au final là pour le coup c'était même plus une histoire de points, c'était une histoire de ok, j'ai été capable de faire ça et donc j'ai senti un respect vraiment hyper sympa que j'attendais pas, parce que comme je te dis j'ai toujours joué pour moi, donc ça a été hyper positif pour moi. À Roland, malheureusement t'as jamais passé le premier tour. Est-ce que c'était différent sur ce tournoi? Est-ce qu'il y avait plus de pression? Et comment t'es arrivé une fois là-bas à Paris à gérer ce moment qui malheureusement ne t'a jamais réussi? Les premières fois, tu vois, où j'ai commencé à jouer, j'avais des wildcards les premières fois tableau, donc j'étais pas encore dans les 100. Et moi, la terre battue n'allant pas du tout à mon jeu, en mode Manarino, tu vois. Donc déjà, t'as une wildcard, tu sais que t'es pas hyper à l'aise. Donc j'ai rarement fait de surprise en étant moins bien classé. Donc tu commences à enchaîner une fois, deux fois, trois fois en wildcard. Donc au final, je sais pas si c'était bien d'avoir eu ces wildcards. Parce qu'après, tu te mets dans une dynamique où t'as commencé à perdre 3 fois parce que juste les filles étaient plus fortes. Il y a même pas. Et en fait, une fois que je suis rentrée dans les 100 où là, j'avais le niveau, parce que je suis rentrée avec mon classement et en fait les défaites d'avant elles te restent dans la tête et tu te dis quand même j'aimerais bien débloquer mon compteur là. Donc une fois je dois mener un 7-3-1 contre Reza et je me pète du stress sûrement et en fait le fait de gagner ce match devenait une obsession et c'est vrai que moi le Grand Chelem je pense tout le monde ou peut-être pas, mais moi ça me donnait plus de stress parce qu'il y a plus de points, il y a plus d'argent, donc puis c'est là où on a envie de briller, c'est des tournois historiques. Donc c'est clair que moi je voyais que j'avais déjà beaucoup plus de stress, moins en Australie parce que déjà on est loin, l'ambiance est super cool, donc c'est vrai que j'ai souvent mieux joué en Australie ou à l'US Open. Mais quand même en fait il y a des joueurs qui jouent très bien en Grand Chelem parce qu'en fait la pression les canalise. Et moi, c'est l'inverse, c'est que moi, je suis déjà très canalisée naturellement. Donc, en fait, la pression de cet événement faisait que j'étais inhibée, en fait. Donc, sur dur, comme j'avais le jeu qui allait bien, j'ai passé mes tours. Mais sur terre, franchement, mon jeu, il est pas efficace. Donc, en fait, c'est presque normal. J'aurais pu en gagner un ou deux, peut-être un peu moins tendu, mais... grosso modo, quand même, c'est pas, même avec Nico Mahut, il gagnait pas non plus. On s'est dit, on va partir en vacances pendant relance, qu'à un moment, faut pas insister, quoi. Et puis, en plus, à chaque conf de presse, on dit, ça fait 5 fois. J'ai dit, oui, je sais, ouais. 6 fois, 7 fois. Et puis, après, je rigolais, je savais, en fait, plus vous me rappelez, et, on va aller à 15 direct, parce que, en fait, ça me met encore plus de pression, je le sais bien, en fait, Après, dans le tennis, de toute façon, il faut apprendre à, en fait, t'es mis à nu quand t'es sur un stade de 15 000 personnes, que tu fais 3 doubles d'affilée au moment de conclure un match. T'es commenté, il y a 15 000 personnes qui font oh, voilà. Donc en fait, et perdre 10 fois à Roland, c'est pareil, c'est que il faut accepter à un moment d'être mise à nu dans
dans ses difficultés émotionnelles. En fait, vous pouvez pas le cacher, quoi. Donc je dis bah oui, moi Roland, j'ai envie de gagner, je me mets trop de pression et je joue comme une mère sur terre. Donc ceci explique cela. Il n'y a pas de. Et justement, le fait de jouer devant ton public en France, est-ce que ça n'a pas rajouté une forme de frustration de ne pas y arriver devant tes proches, devant ta famille? Ouais. Et puis alors il y avait mes proches, mais après j'avais aussi de la famille qui venait, tu vois, en Australie ou à l'US. Sœur, ma mère. Donc ça allait, mais c'est plus devant le public français. Les gens venaient nous voir, nous encourager. Enfin, j'avais toujours des gens qui me suivaient, donc on est hyper déçus, quoi. Après, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et je pense que si j'avais joué plus longtemps, j'aurais fini par avec la maturité. Et il suffit d'en gagner un, parce que Nico Mahut, il a fini par en gagner un, et après c'était fini. Et j'imagine que comme d'autres joueuses, tu as eu des moments durs dans ta carrière, des hauts et des bas. Comment est-ce que tu as su garder la motivation lorsque tu as eu des blessures, par exemple, ou des grosses défaites? Alors moi, j'ai pas eu de grosses blessures, donc c'est surtout les séries de défaites. Je crois que c'est surtout ce côté... Enfin, moi, c'est ce que j'avais dans ma façon de jouer, où je lâchais rien, même si j'étais menée 6-1, 5-0. Et en fait, quand tu es dans une période où tu perds 7-8 matchs d'affilée, je sais pas si ça m'est arrivé de perdre cette fois au premier tour, je crois pas. Mais parfois il y a des séries de matchs où on a l'impression, en fait, quand on perd confiance, qu'on va plus pouvoir gagner un match. Et ça, c'est la motive. Moi, je dirais que je l'ai jamais perdu. C'était plutôt de me dire, même si c'est pas brillant, le tout c'est que je regagne. Et j'ai gagné plein de matchs, mais mauvais, de chez mauvais. Mais je savais qu'il fallait que je resserre la main. Donc je dirais que c'est l'essence même du tennis, c'est de tout le temps gérer une difficulté, en fait. Tout le temps. Et ça, c'est vrai que j'étais faite pour ça, parce que si à un moment donné, même dans un match, je pouvais avoir un écueil face à une joueuse, en fait, je baissais pas les bras, j'essayais de trouver un autre truc. Et je pense que quand on est blessé, j'essayais de me dire, moi je m'étais blessée au poignet, je suis allée courir pendant 10 bornes tous les jours pendant 3 mois, je suis revenue et je suis rentrée dans les 100 hyper vite. On développe obligatoirement, parce que sinon on se pend, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. De se dire, allez, je vais essayer d'utiliser cette période de merde, en fait, pour essayer de développer d'autres trucs. Pour revenir sur le début de ta carrière, en général, les débuts sur le circuit pro sont assez coûteux, on va dire, financièrement. Comment toi, tu as réussi à gérer cet aspect financier? Est-ce que ça t'a mis de la pression? Comment tu as su gérer ça? Alors déjà, j'ai eu la chance que mes parents pouvaient m'aider. Ils n'étaient pas milliardaires du tout, mais ils m'avaient dit que pendant 2 ans, ils me financeraient le circuit avec un entraîneur et les déplacements. Donc bon, je savais que j'avais que, entre guillemets, 2 ans, donc ça a mis une pression. Et puis en fait, j'avais pas envie de leur coûter de l'argent. Ça me frustrait une fois, je suis allée en Australie faire des 25 000 $ et je crois que j'ai pris 1,5 point. Le niveau était hyper fort. On pensait être tableau, j'étais en qualif, on était obligé de dormir dans des caravanes parce que les hôtels coûtaient trop cher. Et j'étais revenue, je sais pas combien avait coûté mon billet, celui du coach avec qui je partageais, mais et j'étais revenue de la tournée, je sais le résultat investissement contre le nombre de points que j'ai pris, je parle même pas d'argent, de ce que j'ai gagné, c'était 20 $. Après mes parents, ils m'ont toujours dit non mais c'est un investissement en fait, c'est pas tout de suite tu payes donc tu récoltes. Mes parents ont été super parce qu'ils m'ont vraiment essayé de me relâcher, c'est plus moi qui était frustrée de pas tout de suite. Mais comme j'avais pas cette pression non plus très forte, j'ai continué de travailler, mon coach avait confiance et puis au bout de 2 ans, j'ai commencé vers 17 et demi et à 19 je gagnais ma vie quoi. Donc ça a été assez bref. Et est-ce que selon toi aujourd'hui pour les joueurs de maintenant, il est plus facile qu'avant de financer sa carrière, de trouver des sponsors par exemple? Notamment parce que les prize money chez les filles ont augmenté un petit peu quand même? Alors, pour le circuit secondaire, je pense que c'est un peu pareil. Il n'y a pas plus d'argent sur le circuit des 25 000 $, tout ça, c'est toujours pareil. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de système de cagnotte, plus de moyens de se mettre en avant. Je pense à Jules Marie ou quoi. Nous, à l'époque, tu n'avais aucun support. Si l'équipe s'intéressait pas à toi sur un article dans l'année, personne te connaissait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens effectivement de se faire connaître et d'avoir des sponsors qu'avant. Et après, pour ceux qui arrivent, là je vois c'est quasiment 8 fois plus. Nous on touchait 15 000 € premier tour d'un grand chelem, là c'est quasiment 100 000. Et il y a encore les mêmes joueurs et joueuses. Il n'y a pas un cas de génération d'écart. Donc
Là, ça vaut le coup de se bouger. Et même parfois, je me dis, si je rejouais un peu et en fait, je gagne en un grand chelem ce que je gagne en 3 ans en média, quoi. À titre personnel, pour toi, quels sont les aspects les plus méconnus de la vie sur le circuit, du quotidien de joueuse professionnelle? Qu'est-ce que le grand public ne sait pas? Et quels ont été pour toi les sacrifices qui ont été nécessaires, mais que les gens ne voient pas forcément J'ai jamais ressenti ça comme un sacrifice parce que j'adorais le tennis et voyager. Donc je me suis toujours dit que j'étais dans la vie que je voulais. Chaque fois qu'on me disait mais tu fais pas un jour de l'an parce que j'étais à Auckland à préparer mon match. J'avoue que en fait pour quelqu'un de normal qui a une vie normale, j'ai pas vécu la vie étudiante, je suis pas beaucoup sortie, même pas du tout. En fait, on a eu une vie déjà très carrée et peut-être plus que n'importe qui très tôt. Mais après, j'ai pas eu l'impression non plus de perdre mon enfance ou quoi que ce soit. C'était exactement ce que je voulais faire. J'ai jamais regretté. Après, ce qui est le plus difficile, c'est je dirais le lien après que tu as. Alors maintenant, c'est peut-être moins le cas parce que les joueurs ont vraiment leur staff et ils voyagent avec leur staff et ils se mélangent, je crois, un petit peu moins. Mais parfois, c'est le rapport que tu as avec d'autres joueuses. On était quand même très... moi, je voulais avoir une vie sociale en tournoi. Et parfois, tu mélanges l'amitié, mais t'es quand même dans un milieu concurrentiel. Et en fait, je me suis pris quand même quelques claques amicales parce qu'au final, c'est chacun pour soi, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est un métier qui demande un égocentrisme presque obligatoire. Et moi, c'est vrai que je le voyais pas comme ça et j'avais envie d'avoir... pour moi, c'était mes collègues de travail avec qui tu peux aller boire Et c'est vrai que ça n'a pas été toujours le cas. Donc ça, c'est un côté, c'est vrai que le rapport, on dit mais vous pouvez pas être amis, ce qui est faux aussi, c'est que j'ai 2 de mes meilleures amies avec qui on s'est joué. Il y en a une, on s'est joué, on partageait la chambre, elle m'avait préparé un petit bain parce que c'est vrai que j'étais pas bien, elle m'avait battue. Enfin, donc il y a des très belles histoires profondément amicales, mais il y a aussi beaucoup de claques. Et juste pour revenir rapidement sur l'aspect financier, tu as joué à une époque où les gains étaient un petit peu moins élevés, notamment sur le circuit WTA. Est-ce que ça a eu un impact sur la carrière de certaines joueuses, peut-être sur la tienne? Est-ce que il y a eu des changements depuis que les gains ont été rehaussés? C'est surtout dans les grands chelems où il y a eu vraiment une explosion des prices. Par contre, dès que t'es pas en grand chelem, il n'y a pas eu une grosse évolution. Tu vois. Donc en fait, je pense pas que ça ait... C'est juste qu'une fois que tu arrives top 100, je pense que c'est exactement pareil qu'il y a 10 ans sur des 25 000 aux 115 000 $, on va dire. Tu vois, c'est là pour le coup, il y a les mêmes price money, les mêmes problèmes de finances. Alors il y a les matchs par équipe aussi à l'étranger ou en France qui permettent de gagner en dehors du circuit. Donc ça, c'est à peu près les mêmes prix, mais toi, ça n'a pas explosé, quoi. Par contre, une fois que tu arrives dans les 100 ou les 200, on va dire, parce qu'en fait, les 200, c'est le price money qu'on avait tableau en qualif. Donc maintenant, franchement, dans les 200, ils vivent comme nous, on vivait dans les 100. Mais disons qu'il y a vraiment le gap si tu arrives à jouer les grands chelems ou pas. Et je pense que certaines joueuses qui n'ont pas pu accéder au top 200, effectivement, c'était... il y a un problème de finance et puis aussi après de niveau de jeu, hein. Pour revenir au terrain, avec du recul, selon toi, quel a été l'aspect le plus difficile à vivre tout au long de ta carrière? Est-ce que c'était peut-être la compétition? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne regrettes pas depuis que tu as arrêté? Je pense que c'est cette pression latente, en fait, qu'on a depuis qu'on a 7 ans. Et où en fait chaque semaine t'as la petite boule au ventre parce que t'as un match, 2 matchs, 3 matchs, une finale, des gens qui te regardent, des gens de la Fédé qui sont sur le bord, tu sais pas ce qu'ils pensent de toi, ton coach. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont des attentes, toi t'as des attentes et en fait depuis que j'ai 7 ans jusqu'à 29 ans, c'est toutes les semaines. Et D'accord. En fait quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais c'est ça de vivre relax. Et tout d'un coup, il y a tout qui... Mais en fait, on s'en rend même plus compte quand on joue. C'est une fois qu'on arrête. C'est hyper fatigant, mais en fait, on a une espèce d'endurance qui s'installe émotionnelle à gérer ce stress permanent, quoi. Donc ça, je pense que c'est le plus dur. Moi, après, le reste, la vie de famille, bon, moi, j'étais avec un joueur, donc comme ça, c'était bien. D'accord. J'avais quand même mon copain en tournoi. Non, moi, franchement, j'ai adoré le circuit. Et c'est pas du tout quelque chose il y en a qui en pouvaient plus de voyager, moi c'était pas ça du tout. Et tu l'as dit, la pression c'est chaque semaine, tous les jours au quotidien. Est-ce que justement le calendrier n'est pas trop long, trop éprouvant? Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue mentale aussi et physique
qui s'installe au fil des années? Ce qui est sûr, c'est que déjà nous, on jouait beaucoup et il y avait quand même un bon break en fin d'année. Et on en prendra un après WIM avant l'US. Et là, le problème, c'est que comme ça devient un business de dingue pour les meilleurs, ils se rajoutent des exhibs à droite à gauche. Et en fait, il y a un moment, bien sûr que le calendrier s'allonge. Ils ont créé le Next Gen, ils ont créé l'Ever Cup, sauf qu'en fait, c'est pas possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme à ce niveau-là, des changements sur le calendrier à la fois chez les filles et chez les hommes? Si, il faudrait, mais le problème, c'est que tu vois qu'il y a depuis peu, nous, il y avait quasiment que le circuit ATP WTA. Et en fait, depuis quelques temps, tu as d'autres acteurs qui, tu vois, ils veulent même faire un circuit pareil. En fait, ça va partir en live parce que chacun va faire ses tournois avec autant d'argent les uns que les autres. Donc, les joueurs, ils vont tout faire et ils vont être éclatés. Donc, en fait, c'est un modèle qui, malheureusement, je comprends que les joueurs, ils aient du mal à dire non. Il y a aussi les agents derrière qui prennent leur com. Mais c'est un système pour expliquer qu'à un moment, le joueur, ça va être celui qui fait bouillir la marmite de beaucoup de gens et à un moment, il faut que les joueurs ils disent stop, quoi. Parce que oui, il y a 1 million à je sais pas où, tant pis en fait. J'en ai déjà 30, donc je vais faire gaffe à ma santé. Et sauf que pour l'instant, ça se passe pas. C'est un peu utopique comme idée, mais et ça va être que de la surenchère, ça va être de pire en pire. Donc à un moment, il faut que les joueurs disent non là, stop. En fait, vos créations de nouveaux trucs, non quoi. Pour revenir sur toi, sur ta carrière, tu as mis ta carrière entre parenthèses en 2009 avant d'arrêter totalement en 2010. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment d'arrêter le tennis et quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à arrêter si tôt, à 29 ans je crois, si je dis pas de bêtises? Ouais, 29, ouais. Déjà à l'époque, tu vois, on arrêtait plutôt vers 30 ans que 40. Tout le monde arrêtait 30, 32. Donc c'était un peu un chiffre arbitraire plutôt que physique, parce que moi j'ai pas été blessée. Et moi, pour le coup, j'ai eu un gros problème familial parce que ma mère est morte et je l'ai accompagnée en fait de 2009 à 2010. Elle est tombée malade subitement, elle est morte dans l'année. Et donc, moi, le tennis, j'en avais plus rien à faire du tout. Donc j'ai joué plus pour me changer les idées qu'autre chose. Et puis, et donc j'ai arrêté. Elle est morte en même temps que mon arrêt parce que je savais que c'était la fin. Et j'ai eu beaucoup de choses à gérer après coup. Et en fait, vu mon âge et puis la fatigue inhérente à ça, je me suis dit, allez, j'ai peut-être envie de faire un peu autre chose. J'ai vraiment tout donné. Là, après, avec du recul et avec le fait que j'ai plein de... comme Serena, qui est de mon année, on n'a pas la même carrière, mais on a le même âge. Elle a joué encore quasiment 8 ans de plus. Quand je vois des Arantxa russes, maintenant des nanas qui ont 35, il y en a plein que je commente, je les ai jouées, quoi. Vu que physiquement j'ai jamais eu de pépins, j'aurais pu jouer jusqu'à tard. Mais après j'avais vraiment envie aussi de chanter que c'était peut-être le moment, que ça avait été une épreuve, mais qu'il fallait la prendre pareil en positif et que c'était le moment, j'avais envie de faire des médias ou du management, d'avoir des enfants. Je suis ouais, c'est bon. J'ai vraiment beaucoup donné, donc j'avais pas cette sensation de pas avoir de regret de quoi que ce soit. J'ai tellement beaucoup investi et tout que je pouvais partir sans trop me dire t'as pas assez fait et tout. Donc au-delà de cette épreuve familiale, il n'y a pas eu forcément de difficultés ou de regrets quand tu as arrêté ta carrière? Ça n'a pas été pour toi difficile de stopper et de commencer une nouvelle vie? Non, franchement, après moi ça faisait un moment que je me disais qu'est-ce que j'ai envie de faire après, donc je faisais pas mal de petites OP pour la WTA avec des sponsors, j'ai commenté, donc franchement moi l'après il m'attirait pas mal quand même. Après j'ai toujours bien aimé les études et tout, donc j'ai refait un petit master à l'ESSEC pendant 2 ans en market du sport, je passais le TAJMA, je disais là faut que je m'y remette, mais ouais j'étais toujours assez scolaire et tout, donc ça me faisait marrer de me replonger un peu là-dedans. Donc moi j'étais plutôt stimulée parce qu'elle allait se passer après, c'était pas le trou noir. Par contre, ce qui est difficile, c'est que tout d'un coup, t'as plus trop d'identité. C'est un peu bizarre. C'est que t'as tellement l'étiquette joueur de tennis depuis toujours que le jour où, non, t'arrêtes, c'est un peu particulier. Et j'ai pas été numéro 1 mondial. Quelqu'un qui a été 20-30, qui est pas forcément connu du grand public, mais qui a eu une super vie sur le circuit, ça calme, quoi. Tu changes diamétralement. Après, moi, je suis allée jusqu'à longtemps au bahut, jusqu'à mon bac. J'ai pas été trop déconnectée de la vraie vie très tôt. Et donc, d'y retourner, ça me faisait pas hyper peur non plus. Mais c'est un gros changement parce que le circuit, c'est vraiment une vie parallèle.
Mais du coup, depuis l'arrêt de ta carrière, il y a eu à la fois le DE, il y a eu le coaching. Maintenant, tu es consultante. C'était une volonté de toujours rester dans le monde du tennis et de vouloir rester accroché à ce que tu as connu? Ouais, honnêtement, comme je te dis, moi, j'ai pas du tout été dégoûtée du circuit. Et c'est un monde dans lequel je me suis toujours hyper bien sentie. Et je me suis sentie, j'appartiens à ce monde-là, quoi. À la base, je voulais plutôt bosser pour une marque, tu vois, puis bon, la vie en a décidé autrement. D'accord. Et je voulais rester dans ce qui était ma passion, mais je me suis rendu compte que le terrain, j'avais plus envie, quoi. J'avais plus envie de prendre ma raquette tous les jours, les baskets, faire du panier. En fait, là, je crois que c'était passé, quoi. Que je l'avais fait pour moi, mais que après, j'adore coacher sur la partie vraiment des matchs et de montrer aux filles tactiquement comment appréhender telle joueuse. Et il y a Fiona Ferro qui m'a demandé l'année dernière si je pouvais l'accompagner. Elle est géniale et je lui ai dit ok quelques semaines, mais en fait, elle avait besoin de beaucoup plus. Donc au final, je lui ai dit Fio, en fait, je peux pas juste, j'arrêterai pas les médias parce que j'adore ça. Donc, en fait, en tout cas, peut-être quand mes enfants seront plus grands, peut-être je recoacherai parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout si en face il y a quelqu'un qui est pro et qui est à l'écoute. Et mais en tout cas, moi aujourd'hui, le fait d'être dans le tennis et le padel, mais plutôt pour refaire vivre les émotions des joueurs. Moi, je fais beaucoup d'interviews ou speaker ou des émissions où je commente. Et en fait, c'est une manière de vivre ma passion, mais pas forcément sur le terrain, donc c'est idéal, quoi. D'accord. Et pour finir, parce qu'on arrive sur la fin là, quel a été ton plus beau souvenir sur le circuit pendant toutes ces années? Et également, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais fait différemment avec un peu plus de recul? Je dirais que mon plus beau souvenir, ça a été un match en particulier qui a vraiment fait basculer ma carrière. C'était sur un 500 000 $ à Nice, donc chez moi, où je joue devant toute ma famille. J'ai une wildcard en qualification, je suis peut-être 280 mondial, un truc comme ça, donc pas du tout le classement. Et les qualifs sont laborieuses, mais je gagne des matchs. Et notamment face à la femme de Roger au dernier tour, ou deuxième tour des qualifs, contre Wawrinka, ouais. Et donc je bats des top 100 mais en qualif, et en fait déjà d'avoir réussi à gérer mon stress devant tout ce monde-là et tout, à mon âge, enfin j'étais vraiment jeune. Et derrière j'ai battu une joueuse qui était 20e mondiale sur le central, et les gens ils tapaient des pieds, enfin il y avait une ambiance de dingue. Et donc j'ai fait la plus belle perf et ça m'a permis je suis arrivée quasiment 180, qui m'a permis de jouer les grands chelems et de commencer vraiment à faire partie des joueuses françaises qui partaient en grand chelem. Et là, ça a été un peu un déclic, quoi. Je pensais jamais pouvoir gagner contre une fille 20. Et puis en fait, il y a eu le mélange devant ma famille, le public et la plus grosse perf. Qui ont vraiment été déclencheurs de tout le reste. Donc je dirais que c'est un de mes souvenirs les plus forts, quoi. Le plus gros regret, c'est toutes les balles de match que j'ai pu avoir contre des top 10, parce que j'ai gagné à 15, à 14 et 10, comme si je me mettais une barrière psychologique en fait, et comme si j'avais pas le droit de les battre. Mais ça, c'est avec du recul que je me le dis. Alors que tennistiquement, si j'ai eu contre Safina, Sharapova, j'étais à 2 points, Schneider à Wim, j'ai eu 4 balles de match, et je les ai pas pris. Et ça, le regret que j'ai eu, c'est de pas bosser mentalement. On travaille beaucoup au niveau mental sur la gestion du stress. Avec du recul, il y a beaucoup d'autres facteurs limitants que le stress. Et notamment, comment tu te vois, comment tu te situes par rapport à l'adversaire. Et moi, clairement, il aurait fallu que je travaille sur non, mais en fait, là, tu te satisfais pas de juste faire un bon match parce que t'es largement meilleur aujourd'hui. Et justement, ces balles de match, est-ce que tu y repenses souvent? Ça te revient parfois en tête ou est-ce que c'est du passé, c'est oublié maintenant? Non, les balles de match en elles-mêmes, non, mais la sensation, ouais, de pas assumer, en fait, d'être très bon. Moi, j'étais toujours un peu, tu vois, pas assez discrète, pas assez. Moi, je faisais mon taf, je me battais comme une malade. Mais toi, j'étais pas fan de me mettre en avant. D'aller gagner un match contre une top 10, tu te mets en avant. Tu t'assumes et je sais que je les ai pas pris à cause de cette pudeur un peu, tu vois, de dire non mais moi vous avez beau dire tout ce que vous voulez, voilà mon niveau et je l'assume. Et je sais qu'à chaque fois j'ai été timorée sur les fins parce que il y a ce complexe là, tu vois, et ça je regrette de pas l'avoir bossé en prépa mentale, mais ça se faisait pas vraiment. Là c'est plus de la psychanalyse ou un travail en psychothérapie sur
des choses qui ont fait mal dans l'enfance, ou tu vois, mais en tout cas, je pense que ça aiderait beaucoup de joueurs à travailler plutôt là-dessus que sur le stress, quoi, au final. C'est vrai. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, hein. Merci pour ton temps et pour tes réponses très claires. Bon courage à toi. C'est un super moment et merci de m'avoir accordé du temps, vraiment. Ouais, il n'y a pas de souci, Paul, bon courage. Au revoir, merci beaucoup. Salut. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Camille Pain. J'espère sincèrement que ce podcast vous a régalé et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.